Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Elie Cohen, économiste et maître de recherche, directeur de recherche au CNRS. Elie Cohen, bonsoir et Bonsoir. merci d'être là. En visitant Nantes, Barack Obama a défendu la décision de la Fed d'injecter 600 milliards de dollars dans l'économie américaine. Il a expliqué que ce qui était bon pour la croissance aux États-Unis ne pouvait pas être mauvais pour le reste du monde. L'Europe doit-elle se sacrifier pour la croissance américaine? Il y a deux choses. D'abord, on est dans une situation totalement non coopérative. Les Chinois manipulent leur monnaie pour maintenir un avantage indu en matière de commerce extérieur et les Américains manipulent leur monnaie parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils doivent soutenir leur activité économique et ils ne veulent pas entrer en guerre ouverte avec les Chinois. Donc, dans ce contexte-là, il y a un maillon faible, une variable d'ajustement, c'est l'Europe et la zone euro. Et donc, ce qu'on constate, c'est que plus ces deux blocs s'entendent pour manipuler leur monnaie, et plus notre monnaie nous échappe, et plus elle se réévalue, alors même que nos fondamentaux économiques ne justifient pas que l'euro se réévalue. Alors, selon Jean-Claude Trichet, qui est le président de la Banque centrale européenne, aucun pays ne cherche à mettre en place de politiques visant à affaiblir sa devise. Est-ce que c'est une déclaration diplomatique vis-à-vis des États-Unis et de la Chine ou est-ce que c'est l'expression d'une hostilité de principe à toute tentative de régulation d'échange? C'est le produit, je dirais, d'un double constat. Le premier constat, c'est que l'Europe n'a pas décidé clairement qui devait gérer la politique de change. Et donc, normalement, ça devrait être les autorités politiques, mais comme on n'a pas été capable de dessiner ce gouvernement économique européen en pratique, personne n'a en charge la politique du change. Du coup, c'est indirectement la Banque centrale qui définit la politique de change à travers sa politique de taux, et c'est une situation qui n'est pas satisfaisante. Et donc, M. Trichet ne peut pas dire qu'il est impuissant, donc il se contente de dire que nous sommes dans un monde harmonieux où personne ne manipule sa monnaie. Alors qu'en fait, on sait bien que les Chinois, par exemple, contrôlent l'évolution de leur monnaie. Alors vous parlez d'une défaillance d'ordre politique. En fait, le G20 se réunit vendredi. Que peut-on en attendre ? Il y a une percée conceptuelle qui a été faite à ce G20. Alors, je ne sais pas si elle va se concrétiser ou pas, mais Geithner, le ministre américain des Finances, a lancé l'idée que les déséquilibres globaux étaient le problème essentiel de l'économie internationale et les problèmes essentiels qui expliquent également les déséquilibres de change. Et au fond, il a dit une situation d'excédent commercial systématique comme une situation de déficit commercial systématique n'est pas souhaitable. Et donc il dit, entendons-nous pour que les déficits ou les excédents ne dépassent pas 4% du PIB. Avec comme arrière-pensée d'arriver à arrêter la guerre d'échange sans s'attaquer directement aux monnaies, si on a bien compris sa démarche. Voilà, exactement. L'idée, c'est de dire, au lieu de prendre de front la question de la surévaluation du yuan ou de la sous-évaluation du dollar, on dit non, on regarde ce qui provoque ça. Ce qui provoque ça, c'est les déséquilibres commerciaux. Donc, essayons de faire en sorte que ces déséquilibres commerciaux se corrigent. Ce qui, en plus, a une vertu, parce que ça permet une relance économique dans les pays qui sont excédentaires et ça permet de faire de la restriction économique dans les pays déficitaires. Donc en gros, on règle et les déséquilibres globaux et leur expression en matière de change. Mais la proposition que vous évoquez, il l'a lancée avant la décision de la Fed. Est-ce que le climat ne s'est pas sensiblement dégradé et vu le contexte aujourd'hui, qui n'est pas celui d'il y a 15 jours à cause de cette décision, que peut-on espérer aujourd'hui du G20 ? Peut-être qu'on n'adoptera pas l'objectif des 4%, parce que le G20 ne procède jamais de manière aussi claire. Voilà, les chiffrages, ça gêne toujours. Mais si on admet déjà le principe que les pays systématiquement excédentaires, comme les pays systématiquement déficitaires, doivent faire un effort, ça sera une percée. Parce que je vous signale, jusqu'à présent, les Chinois et les Allemands disaient, mais de que nous reproche-t-on? Nous sommes vertueux. Si nous avons des excédents commerciaux, c'est parce que nous sommes compétitifs. Si nous sommes compétitifs, c'est parce que nous avons fait nos réformes intérieures. Que les autres fassent comme nous. Mais dans le monde réel, tout le monde ne peut pas être excédentaire. Pour qu'il y ait des excédentaires, il faut qu'il y ait des déficitaires. Nicolas Sarkozy, lui, va au G20 avec un objectif assez précis. Il veut établir un nouvel ordre mondial monétaire. Est-ce que ces efforts peuvent porter leurs fruits ? Le programme français qui consiste à dire on va
rebasculer dans un monde de change fixe, contrôlable et prévisible. On va contrôler les mouvements spéculatifs sur les matières premières. On va brider les marchés dérivés sur les produits agricoles. C'est un programme tellement ambitieux que je crois que personne ne croit véritablement qu'il puisse être atteint. Par contre, ambitieux, trop étatiste, trop français. très français pour dire la vérité. Par contre, là aussi, on peut peut-être faire une percée dans l'année qui vient. C'est revenir à l'idée des zones cibles de parité. C'est de dire, les trois grandes monnaies internationales vont évoluer dans un serpent ou dans un tunnel pour qu'on évite les à-coups trop brutaux de taux de change. Et si on va vers cette direction des zones cibles en matière de change, on aura fait déjà un immense progrès. Mais à vous écouter, on comprend qu'en fait les acteurs capables de jouer un rôle réel sur cette scène monétaire sont très peu nombreux, et on se demande si le G20 est vraiment l'instance idoine pour régler ce genre de problème. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement un G2 entre les États-Unis et la Chine? Il y a deux choses. Le G20 est utile quand il envoie des signaux et quand il entraîne l'ensemble de la communauté internationale, notamment en situation de crise. Vous avez vu, en pleine situation de crise, le G20 avait émis un triple message qui avait été formidablement efficace. Il ne faut pas laisser les faillites financières se développer. Il ne faut pas laisser l'économie s'effondrer. Il faut faire des plans de relance. Il faut renoncer à la tentation protectionniste. Quand on envoie ce type de message en situation de crise, ça passe. Par contre, quand on attend du G20 des mesures précises, techniques sur les agences de notation ou sur les paradis fiscaux, c'est pas véritablement son rôle. Le G20 est à son mieux quand il envoie des grands messages et quand il laisse s'installer l'idée qu'une stratégie coopérative est préférable à des affrontements ou à des mesures désordonnées prises par les uns et par les autres. Pour en revenir à l'Europe plus étroitement, les politiques généralement choisies ont toutes des objectifs de rigueur, même si toutes n'en assument pas les termes. La rigueur est-elle la bonne réponse à la crise que traverse l'Europe? Certainement pas, parce que l'Europe, et on l'a bien vu en Grèce, en Espagne, au Portugal et ailleurs, ces pays qui souffrent de déficits budgétaires importants et donc d'un envolé de leur déficit et de leur dette, souffrent également d'une perte de compétitivité, d'une perte de capacité de croissance. Et donc, s'ils n'avancent pas sur leurs deux pieds, c'est-à-dire la stimulation de la croissance d'un côté et les réformes pour maîtriser durablement les déficits, ils n'arriveront jamais à stabiliser leur situation et ils n'arriveront jamais à éliminer leurs déficits. De nombreux internautes vous ont posé des questions, parmi lesquelles Rami, qui vous demande, alors là sur un plan strictement franco-français, comment l'élection éventuelle de M. Dominique Strauss-Kahn à la présidence de la République pourrait-elle influencer la politique économique de la France? Je crois que Dominique Strauss-Kahn, avec l'expérience qui est la sienne, notamment au Fonds monétaire international, et sa profonde connaissance du ministère de l'économie et des finances, et donc des marges de manœuvre réelles en matière budgétaire et fiscale, serait le mieux placé, je crois, pour essayer de réaliser ce à quoi les Français rêvent, c'est-à-dire la stimulation de l'économie et la création de richesses d'un côté, et d'un autre côté une redistribution des richesses dans une logique de justice sociale. Mais sa position, en tout cas telle qu'il l'exprime dans les fonctions qui sont les siennes aujourd'hui, n'est pas vraiment compatible avec les dernières propositions du Parti socialiste, même si je pense notamment aux propositions de Benoît Hamon sur l'égalité réelle. Elles sont encore en discussion. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous apprendre quelque chose. Le concept d'égalité réelle, c'est Dominique Strauss-Kahn qui l'a lancé en 2004. Et donc, le vrai problème... C'est aussi lui l'inventeur des 35 heures. Donc décidément... Il a des ressources particulières. Donc, toute la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de l'économie réelle? C'est un objectif particulièrement souhaitable. Je veux dire, l'égalité des chances qui produit l'échec scolaire massif ou qui produit, par exemple, la mise à l'écart d'une partie de la population des soins, c'est pas quelque chose qu'on peut trouver acceptable. Donc, tendre vers l'égalité réelle est quelque chose de tout à fait légitime. La vraie question, c'est comment, dans un contexte de crise, quand on a des moyens limités, la vraie question, c'est comment on détermine ses priorités et comment on finance ses priorités. Et c'est là, je pense, qu'une personnalité comme Dominique Strauss-Kahn pourra être à même de faire des bons arbitrages. Vous dites que vous êtes d'accord sur l'objectif, mais par exemple, quand Benoît Hamon parle d'instaurer une allocation indépendance ou allocation autonomie, pardon, oui. Pour les jeunes, on se demande s'il n'y aurait pas une contradiction jusque dans les termes. Non, mais si vous voulez, il y a une vieille idée au Parti socialiste qui consiste à dire que les jeunes, notamment les jeunes qui sont en situation d'études ou de formation, doivent être considérés comme des travailleurs en formation. Et ils doivent donc avoir droit à un salaire
liées à leurs conditions. C'est une idée à laquelle vous adhérez? Non, je n'y adhère pas, et c'est une idée qui est combattue au sein même du Parti socialiste. Et alors, à mon avis, dans un contexte où les ressources financières sont rares, l'idée qu'on puisse donner une allocation sans aucune forme de conditionnalité est une chose qui ne me semble pas devoir passer. Je vais vous demander une prédiction sans préjuger du candidat que choisira finalement le Parti socialiste. Vers quelles orientations va-t-il pencher? Est-ce qu'il va céder à son vieux travers étatiste et dirigiste et anticapitaliste, ou au contraire, est-ce qu'il va évoluer comme les partis socialistes du reste du monde? Vous connaissez l'histoire du Parti socialiste. Il y a dans l'opposition une tentation sinistriste, donc qui conduit le Parti socialiste dans l'opposition à se déporter massivement vers la gauche. Et vous savez que lorsque le Parti socialiste est au pouvoir, il devient soudain formidablement raisonnable. Souvenez-vous quand même, la réforme financière de 84, les années Bérégovoy, ce sont les moments de plus grande libéralisation du système français. Mais il faut être élu sur un programme à gauche toute. Mais il faut avoir démarré à gauche toute. Élie Cohen, merci beaucoup. À demain pour un nouveau talk Orange Le Figaro, où nous recevrons Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille. Bonsoir.